Sur C17, Thierry Lagrange, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste. L'hystérie généralisée autour du Covid use les gens. Elle vous agace particulièrement. Vous avez souhaité vous exprimer à ce sujet pour dire à tous qu'il faut raison garder. C17 vous donne la parole bien volontiers. Il faut raison garder. Vous voulez dire quoi par ça ? Oui, il faut raison garder, c'est-à-dire on est dans une situation extrêmement confuse. Et moi, en tant que médecin généraliste, je vois comme je pense tous mes confrères de France, on voit des gens qui sont apeurés, qui sont qui ne savent plus quoi penser. Alors tout d'abord, le constat actuel, c'est que la situation existe. Le Covid existe, c'est un virus. Il y a eu une épidémie avec un pic épidémique qui a eu lieu en mars-avril, avec de nombreux cas, beaucoup de décès. On pourra revenir tout à l'heure sur aussi la cause des décès. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y a eu un déconfinement. Donc les gens se sont mis à vivre finalement librement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe quelque chose de tout à fait normal et prévisible. C'est que le virus est toujours là, le virus existe, que les gens s'immunisent. En fait, on assiste actuellement à une immunisation collective. C'est-à-dire que les gens se sont parlés, se sont côtoyés, se sont déconfinés. Et finalement, le virus circulant, il se passe le virus. Et ce auquel nous assistons actuellement, lorsqu'on parle tous les jours du nombre de Covid quotidiens, en effet, ce sont des gens qui ont attrapé ce virus. Et ce qui est tout à fait normal. Donc on nous présente quelque chose, si vous voulez, comme une peur d'une deuxième vague, d'une nouvelle épidémie. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est la suite logique des choses, c'est-à-dire une immunité collective avec l'apparition de gens qui présentent le Covid. Vous savez, les virus, ils sont partout. Hein. Les virus sont partout, les bactéries, les virus. Et nous vivons en permanence en interrelation, et c'est ce qu'il faut comprendre, en interrelation entre notre milieu extérieur et notre milieu intérieur. Ce qui fait qu'en permanence, nous avons un système physiologique qui commence par les amygdales, par l'orinopharynx, etc., qui nous permet de nous défendre en permanence contre tout ce qui nous entoure et ce qui est indésirable pour notre organisme. Et ce sont nos propres cellules qui s'occupent de ça, qui s'occupent de notre immunité. Par exemple, un enfant, dès qu'il est en collectivité, en bas âge, présente des rhinopharyngites. Pourquoi il présente des rhinopharyngites ? Parce qu'il est en contact avec les virus. Son organisme se défend et il présente des rhinopharyngites par le système lymphocytaire de tout le système ORL et respiratoire. Donc là, finalement, nous assistons à cette deuxième phase qui est une phase normale. Il ne fallait pas s'attendre à ne plus avoir du tout de personnes infectées. C'était tout à fait prévisible. Maintenant, est-ce que nous sommes en épidémie ou pas ? Non, l'épidémie est passée. Tous les experts le montrent par un graphique avec une pointe d'épidémie au mois de mars et avril. Et là, on voit une remontée donc, de cas de Covid. Et on dit, voilà, c'est une nouvelle épidémie qui apparaît. Mais non, ce n'est pas une nouvelle épidémie qui apparaît. Ce sont simplement les gens qui s'immunisent, les gens qui présentent des symptômes, et c'est tout à fait normal. Donc maintenant, alors que les gens étaient confinés, ils n'avaient pas de Covid. Maintenant que nous sommes déconfinés, le Covid apparaît. Ce qui compte lors d'une épidémie, c'est le nombre de cas graves et c'est le nombre de décès.
Or là, actuellement, nous n'assistons pas à une augmentation des cas graves et des décès. Ça n'a aucune mesure avec ce qui s'était passé lors du pic épidémique. Donc c'est pour ça, je pense qu'en expliquant cela aux gens, on a un discours rationnel, raisonné, et on n'agit pas sur la peur. En expliquant cela, on comprend. On comprend que de toute façon, il y aura des gens qui auront le Covid encore pendant quelques semaines, quelques mois. De même, lorsqu'il y a la grippe, les gens ont la grippe avec des symptômes plus ou moins graves et des symptômes qui sont liés à la fois au virus, mais qui sont liés également à l'état de santé des patients. Et ça c'est notre métier. C'est notre métier de médecin qui recevons en permanence. Et à la fin, je voudrais vraiment mettre l'accent dessus, sur le fait que le médecin est l'acteur central. On est là pour recevoir les patients, pour faire un diagnostic, pour donner un traitement, et en cas de problème, d'adresser aux urgences. Or là, ce qu'on voit, c'est le médecin généraliste, on n'en parle jamais. Et sur les médias, on parle uniquement des urgences, de l'hôpital, etc. Je vois que l'on dit encore aux gens de rester chez eux lorsqu'ils ont des symptômes et de prendre un paracétamol, ce qui est totalement inepte. Si les gens ont des symptômes, il faut qu'ils appellent une personne, c'est le médecin généraliste. C'est nous qui sommes en capacité de faire le diagnostic, de traiter et, si besoin, d'adresser aux urgences. Et là, c'est pour ça que je ne suis pas content, moi, parce que j'ai l'impression qu'on revient encore au scénario de l'épidémie où on avait incité les gens à ne pas voir le médecin traitant, on avait incité les gens à rester chez eux dans la peur. Alors qu'en prenant les choses à temps, nous avons des moyens pour traiter cette infection virale. J'ai l'exemple, cette semaine, un patient m'appelle en me disant, voilà, je suis Covid+, j'ai été testé donc sur le plateau de test. On m'a renvoyé chez moi en me disant de prendre un Doliprane. Mais je lui dis, mais comment ça va? Donc il m'appelle au téléphone. En fait, c'est sa femme qui lui avait dit, mais appelle le médecin, appelle notre médecin traitant. Il me dit, ça va pas, j'ai des courbatures, je tousse, je l'entendais, il était enrhumé, il toussait, non pas essoufflé, mais il n'était pas dans son état habituel avec de la fièvre. Alors je lui ai dit, écoutez, il faut absolument soit que je vous voie, soit que je vous traite. Il me dit, je préfère rester chez moi, je ne veux pas venir au cabinet. Donc je ne l'ai pas reçu au cabinet moi-même, je n'ai pas pu me déplacer. Et j'ai demandé à son épouse de venir. Je lui ai fait une ordonnance avec un médicament qui marche très bien dès les premiers signes, qui s'appelle l'azithromycine, qui est un médicament antibiotique et qui a également une action antivirale. Et donc, plus d'autres choses se rajoutant, des produits phytothérapiques, etc., naturels. Et je lui ai demandé de me rappeler dans les 48 heures qui suivaient. Il m'a rappelé en me disant, écoutez, alors je lui ai dit, mais comment ça va maintenant? Il me dit, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, par contre je suis fatigué, mais je n'ai pas cette toux que j'avais, etc. Donc voilà un exemple, en fait. Il est Covid+, il a eu ses symptômes. Il m'a contacté, donc c'est pas pour parler de moi là, que je dis ça, il a contacté le médecin traitant. Le médecin traitant a agi en connaissance de cause, a fait un diagnostic, un traitement. Ce traitement a permis à ce patient d'aller mieux. Je pense réellement que l'azithromycine est un très bon médicament dans la première phase.
Et ensuite, nous demandons aux patients, dans la relation que nous avons habituellement avec les patients, de nous contacter et de suivre régulièrement leur état clinique à la maison. Donc voilà, ça c'est le schéma. Mais c'est un schéma classique. C'est un schéma classique de soins. C'est ce que nous faisons régulièrement. Un médecin généraliste, il voit une centaine de patients par semaine. Donc on a l'habitude de ça. Voilà. Et là, on a l'impression qu'une espèce de montée en puissance, je ne sais pas, d'un scénario catastrophique se met en place. Moi, ça me met un petit peu hors de moi. Ce qui est critiquable, je trouve que c'est la méthode employée, où on utilise la peur. Alors la peur, par ces messages quotidiens, à la radio, à la télé, sans cesse, comme si nous étions en guerre et qu'un danger imminent allait nous tomber sur la tête, comme si une guerre arrivait, comme s'il allait avoir un bombardement et comme s'il y allait y avoir des dizaines, des centaines, des milliers de morts. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. La peur, c'est une émotion. Hein. C'est une émotion, c'est peut-être l'émotion la plus ancestrale, l'émotion la plus profonde en nous, qui se loge dans notre inconscient, hein, au niveau du système hypothalamique, et qui nous permet, la peur nous permet d'échapper au danger. Par exemple, là, s'il y avait une explosion dans l'immeuble, eh bien, tous les trois, nous serions en 10 secondes à l'extérieur, dans la rue, sans savoir comment nous aurions pu faire pour échapper au danger. Et nous aurions pu échapper à ce danger grâce à la peur, qui met en branle immédiatement donc des phénomènes de vasodilatation, de contraction musculaire, d'augmentation des fréquences cardiaques, qui nous permet d'échapper au danger. Or, là, il n'y a pas de danger immédiat. Il n'y a pas de danger immédiat. Il n'y a pas quelque chose qui va nous tomber sur la tête. Et tout est fait tous les jours pour qu'on nous fasse croire que le danger arrive, que la deuxième vague est là, qu'il y a une croissance exponentielle, des malades, des morts potentiels. En fait, tout cela est dit sans que vraiment ça corresponde à la réalité. Et ce qui provoque, eh bien, lorsque la peur est là, mais que le danger réel, immédiat, n'est pas là, ça provoque l'anxiété généralisée. C'est-à-dire un sentiment d'insécurité, un sentiment que l'objet danger va arriver, et alors qu'il n'arrive pas. Et donc ça met les gens dans une réaction d'anxiété, on le voit très bien, une anxiété généralisée, toute une population. Donc on le voit bien dans la rue, hein, les gens sont plus eux-mêmes, hein, ils ont peur de tout, ils craignent que quelque chose se passe, soit terrible. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Et c'est pas bien parce que ça touche toute la population, y compris les enfants. Et les enfants sont actuellement en train d'absorber cette peur, cette anxiété généralisée qui est décuplée par le système qui pourrait être un système bénéfique en disant on les protège, etc., mais qui est un système qui va trop loin, où on leur demande de mettre des masques, de s'isoler, de ne jamais enlever son masque, à aucun moment, etc. Je vais y revenir. Et du coup, on est vraiment dans une population apeurée. Par ailleurs, ça provoque, et on le voit moi je le vois en tant que médecin traitant, de plus en plus des réactions phobiques hein, de la part des patients, qui est la conséquence même de l'anxiété. C'est-à-dire que le danger peut être partout. Et le danger peut être partout, donc, mais on ne sait pas où il est.
Donc une espèce de phobie du contact, de phobie de l'autre, phobie des objets, phobie de l'environnement qui se met peu à peu en place. Et je le vois, moi, dans le comportement des patients qui viennent. Certains regardent la chaise comme si c'était un objet qui allait les contaminer, posent à peine leur avant-bras sur le bureau, ne prennent pas un stylo, demandent à leur enfant qui allait prendre un crayon pour dessiner de ne pas prendre de crayon. On est vraiment dans un monde phobique, un monde phobique qui fait terriblement peur parce que ça, ce sont des réactions pathogènes pour l'organisme. L'anxiété généralisée et la phobie, ce sont des réactions névrotiques qui sont en train de se mettre en place pour chacun et dans toute la société, et c'est absolument pathogène. La peur sert à échapper au danger, l'anxiété, c'est une réaction névrotique. C'est pas du tout la même chose. Alors, non content de nous mettre dans la peur, on nous met également dans la contrainte. C'est-à-dire que, alors toujours pour notre bien, bien sûr, on nous contraint à mettre un masque dès que nous sortons de chez nous, avec cette illusion que de mettre un masque à tout moment, même au bord de la mer, etc., même seul, eh bien, serait bénéfique pour notre santé. C'est pas vrai. On ne risque rien à se balader tout seul au bord de l'eau ou sur un trottoir, ou comme je vois des gens à 2 heures du matin mettre un masque alors qu'ils sont seuls. C'est totalement stupide, quoi. Le virus, il n'est pas dans l'air, quoi. Il n'est pas comme ça. Il se passe de personne à personne. Et alors, du coup, cette contrainte fait que, et là, le système est, je trouve, pervers. Les gens ne sont plus que victimes, ils sont également coupables. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que ils deviennent coupables s'ils ne mettent pas leur masque, comme on leur demande de le mettre quasiment tout le temps, de rendre l'autre malade. Coupables de tuer l'autre. Et donc, en plus de ce sentiment de peur, vient se rajouter le sentiment de culpabilité. Et les gens sont pris en tenaille, et on le voit bien actuellement dans la société, entre la peur et la contrainte. Et ils sont bloqués dans ce système diabolique, qui fait que se développe de plus en plus de la méfiance des gens entre eux. Donc il y a une méfiance par rapport à l'autre, où l'autre devient un sujet finalement qui peut les tuer. C'est l'hostilité par rapport entre les gens qui... plutôt une hostilité des gens qui sont par exemple masqués et envers les gens qui ne sont pas masqués, qui deviendraient des éléments comme ça, plus que perturbateurs, qui seraient criminels, quoi. Donc, si vous voulez, ce système de communication, ce système actuellement mis en place, pour moi, n'appelle pas l'intelligence des gens. Il appelle plutôt à une... Et là, j'ose dire le mot d'endoctrinement. C'est-à-dire que la peur, la contrainte, la culpabilité, dès le premier âge. On m'a fait passer une poésie qui était lue par les tout-petits à l'école et j'en croyais pas mes yeux. L'école a été fermée, on fait faire ça, on demande d'apprendre ça aux enfants de CE1. Et nous vivons confinés, car tu peux nous infecter, tu peux même nous tuer. Les visites aux grands-parents, c'est interdit pour l'instant. Car si on veut les aimer, il faut bien les protéger. Nous resterons solidaires, tous unis dans cette guerre. Et pour sauver notre terre, nous t'enverrons en enfer. Donc voilà, on demande
aux enfants dès le CE1 d'apprendre des poésies pareilles dans le cadre de l'école de l'éducation nationale, ce qui me paraît totalement délirant et qui va provoquer, moi je le dis, hein, des problèmes chez ces enfants, hein, qui sont là un peu pris dans un apeurement général. On leur demande d'être masqués en permanence, alors que bon, il n'y a pas de danger à ce que des enfants qui suivent un cours puissent se passer le virus comme ça. On leur demande d'être masqués en cours de récréation. Tout ça, ça m'est rapporté par les parents d'élèves, avec interdiction de boire. Ou un enfant qui baisse son masque, le met sur le menton pendant quelques minutes et tout de suite montré du doigt. Donc on voit bien le système qui est mis en place, où celui qui est dans la désobéissance, devient l'objet à abattre, hein, la personne indésirable. Et un enfant qui enlève son masque pendant quelques minutes est mis au banc tout de suite, non seulement par l'autorité, mais également par les autres enfants, et menacé d'exclusion. Et puis on voit aussi des systèmes qu'on a vus dans un autre temps. On m'a conté donc l'histoire d'un enfant qui, voyant sa maîtresse baisser le masque pendant quelques instants, tellement le masque était insupportable pour elle, l'enfant l'a dit à la directrice. La directrice a mis donc une mesure d'exclusion auprès de la maîtresse, quoi. Donc se met en place un système même de délation chez les tout petits, quoi. Donc c'est absolument effrayant, et tout ça n'est absolument totalement disproportionné par rapport à ce virus, quoi. Totalement disproportionné. Sans parler des réactions physiques, avoir un masque toute la journée. Alors on nous dit, oui, mais les chirurgiens ont bien un masque toute la journée, les réanimateurs ont bien un masque toute la journée. D'abord, c'est pas le même masque. Les masques que portent les gens dans la rue, 90% sont ces masques bleus là, totalement synthétiques, qui provoquent une émission de particules dans le nez, etc. On voit bien que c'est de très mauvaise qualité, hein. Et donc qui provoquent des réactions allergiques, avec des rhinites, avec donc des troubles allergiques. Et quand on leur dit, quand ils disent qu'ils ne peuvent pas respirer derrière le masque, on se moque d'eux. Non, c'est pas bien d'avoir toujours le même masque toute la journée, d'autant que c'est toujours le même masque. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on touche un masque 2 fois. On le touche pour le mettre, et on le touche pour l'enlever et le mettre à la poubelle. Et on garde ce masque pendant quelques minutes, quoi, ou quelques heures, mais pas plus. Alors que les gens ont le même masque, ils vont au restaurant, ils l'enlèvent, puis ils le remettent pour aller aux toilettes, puis ils l'enlèvent, ils le mettent dans leur poche, puis ils le remettent pour sortir, pour aller se promener, puis ils le remettent encore. Et ce sont des masques qui traînent au fond des sacs, qui traînent dans les poches, et ce sont de véritables bouillons de culture. Et en plus, on ne fait pas son immunité comme ça en ne respirant pas l'air, parce qu'en fait, respirer, c'est être libre. C'est-à-dire respirer, c'est être autonome. C'est-à-dire que physiologiquement, respirer l'air libre, c'est se défendre inconsciemment contre ce qui n'est pas bon pour nous, et défendre notre organisme et nous permettre d'être bien. C'est une espèce d'équilibre en permanence, on ne s'en aperçoit pas. Or là, on demande aux gens de respirer de manière confinée dans leur masque, ce qui est totalement inepte sur le plan physiologique. Donc voilà les bémols que j'ai à mettre, et qui sont des gros bémols, hein, et moi j'espère que je ne serai pas le seul médecin à alerter sur ce profil, hein, que prend cette crise sanitaire, qui va durer encore pendant longtemps. Une dernière chose, le rôle du médecin. Le rôle du médecin, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle du médecin, il est mis à mal actuellement.
Nous devrions être vraiment la voûte, hein, la clé de voûte même de tout le système de santé. Et je pense qu'il faut, rassurer les gens, 2, leur expliquer comment marche l'immunité, 3, qu'ils voient les médecins. Ça permettra également de décharger les hôpitaux qui actuellement sont dans un très mauvais état, hein, et ça n'a pas évolué depuis 6 mois au niveau des places en réanimation, des places hospitalières. Les conditions de travail à l'hôpital sont extrêmement difficiles et aucun moyen n'a été mis en place depuis 6 mois alors que ça aurait dû quand même. C'était la première urgence. Le fait que le médecin soit remis à sa place centrale permettrait de dégorger les hôpitaux qui sont actuellement en grande crise. Voilà, c'est mon sentiment actuel. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Merci, docteur Lagrange. Au revoir.